Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Ça va être une série de 3 podcasts sur les émotions négatives. J'ai déjà eu le grand plaisir de vous partager ma vision des émotions négatives. Maintenant, je vais les détailler un peu. On va commencer aujourd'hui par l'émotion négative qu'est la peur, tellement redoutée, tellement redoutable. Que faire de cette peur, qui nous effraie bien évidemment et dont on n'aime pas tellement la compagnie. Je suis Frédéric Lesourd, je suis hypnothérapeute et j'aide les gens passionnés par le développement personnel et par l'hypnose à devenir eux aussi des hypnothérapeutes gagnants. Donc la peur, c'est une émotion négative que chacun de nous a connue, que chacun de nous connaîtra encore. Elle est bien évidemment foncièrement humaine et c'est important aussi de bien dissocier 2 types de peur. D'abord, il y a la peur qui est totalement très importante, qui est presque un mode de survie. C'est-à-dire que, si jamais quelqu'un, pointait un pistolet, dans ma direction, il vaudrait mieux qu'effectivement j'ai très peur et que je me sauve. Donc c'est vraiment une façon de prendre la fuite pour le coup. C'est vraiment ça va me sauver la vie. En l'occurrence, c'est ce mode de survie qui se met en route. Et puis, il y a la peur anticipatrice, il y a, la peur, des peurs qui sont finalement très irrationnelles, la peur, d'échouer, la peur, de ne pas y arriver, la peur de rougir, la peur de parler en public, la peur de se tromper. Enfin, il y en a tellement que je pense qu'on suffirait pas d'une vie pour les citer toutes et c'est la question vraiment du jour. Comment faire? Comment faire avec cette peur qui peut se pointer à n'importe quel moment et qui est tout à fait apte quand même à vraiment à nous enlever nos moyens, à retirer nos moyens ou en tout cas à nous donner la sensation qu'on n'en a plus, ce qui est faux aussi puisque nos ressources sont toujours bien là, mais on s'en sent complètement dépossédé. On a vraiment la sensation que, c'est pas possible, là, on est complètement fichu. Donc, comme je vous disais au début, si un certain type de peur est utile, celle-ci, en tout cas, c'est vrai, elle se travaille pour qu'on arrive à la gérer très différemment. Alors, il y a un dessin animé que j'ai beaucoup aimé et que vraiment j'aime énormément, qui est Vice Versa, que vous avez peut-être déjà vu, cette petite fille qui déménage avec ses parents et qui se sent complètement perdue dans son nouveau monde et on voit justement toutes ces émotions qui sont en marche, les positives comme la joie, mais aussi la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et cetera et je trouve que c'est vraiment passionnant ce fonctionnement tellement il est vrai, en fait et je suis pas sûre que ce soit un dessin animé où on peut montrer effectivement aux enfants. Ça a quelque chose d'un petit peu, éducatif que de montrer à nos enfants, aux enfants en règle générale, voilà, ça fonctionne comme ça, ces émotions, elles viennent à tel ou tel moment, elles appuient sur le bouton et hop, les voilà. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant pour les adultes, aussi. Donc je vous renvoie vers ce dessin animé si vous l'avez, manqué ou si vous l'avez vu déjà, je trouve que c'est un dessin animé que l'on retrouve avec beaucoup, beaucoup de plaisir et c'est donc, en tout cas, quand la peur se met en marche, on voit à quel point c'est la panique et bien évidemment, les peurs vont avec les pensées. Donc comme je vous le disais aussi au début de ce podcast, j'ai déjà fait un podcast sur les émotions négatives dans leur ensemble et la peur qui surgit en nous et qui répond à, des sensations corporelles aussi, puisqu'on ressent dans notre corps, certaines personnes qui se mettent à avoir peur ont des plaques sur le corps. C'est vraiment pour moi un signe incroyable à quel point le corps est en réaction immédiate par rapport à tout ce qui se passe en nous et notamment,
tout ce qui nous vient à l'esprit, toutes ces pensées qui sont là, qui commencent à nous submerger parce qu'il y a plein de pensées, comme je vous disais tout à l'heure, si demain j'ai un examen, me dire: «Je ne saurais plus rien et si j'avais tout oublié et si c'est une copie blanche, et si j'échoue et si je suis nulle devant l'examinateur?» Tout est possible et on se fait peur soi-même. C'est-à-dire qu'en face de soi, il y a personne qui a un pistolet pour le coup, mais nous, on va vraiment nous faire peur à nous-mêmes et heu, comme je disais dans ce podcast sur les émotions, j'y reviens donc, c'est au moment où j'ai peur, alors il y a quelque chose qui est en train de se passer en moi et il y a surtout de multiples besoins qui ne sont pas, assouvis, dont je n'arrive plus à m'occuper. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais revenir. J'ai reçu, ce matin une jeune femme qui a de la phobie des araignées et comme elle dit si joliment, de tout ce qui est petit. Donc ça peut aller de la souris, en passant par la grenouille, les insectes et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de travailler avec elle sur cette peur et il y a aussi un exercice, que j'ai découvert dans un livre qui s'appelle «Nourrir ses démons», dont je vous ferai part tout à l'heure. On a vraiment déjà travaillé durant l'anamnèse avec, cette jeune femme et elle a, tout à coup, vraiment de plus en plus réalisé à quel point cette peur était effectivement en elle et quand elle est en moi, quand elle commence à s'installer, quand j'ai prise comme colocataire, alors ça devient très compliqué. Je pense que peu importe l'objet, puisque certains ont peur de prendre la route, spécifiquement sur l'autoroute, de traverser des ponts, d'autres vont avoir, peur des insectes. J'ai eu la peur des abeilles, les peurs des oiseaux. Mais je pense que vraiment, peu importe l'objet, il faut bien connaître le fonctionnement de la peur et savoir comment ça se passe à cet instant-là et comment on est submergé par cette sensation corporelle, en plus des pensées qui, bien sûr, s'agitent dans notre tête, qui viennent là, ces ruminations incessantes, cette noirceur dans les pensées qui vient vraiment nous prendre corps et âme et dont on n'arrive vraiment plus à se dépêtrer. Mais c'est vraiment en plus, il y a ce besoin, ces besoins en moi et avec cette jeune femme dont je reparle encore qui m'a beaucoup touchée, parce que forcément avec cette peur et les peurs sont cataloguées, il y a des peurs légitimes quand on est enfant. Allez, l'enfant, il peut avoir peur du noir, il peut avoir peur des monstres, il peut avoir peur du monsieur qui est à côté de lui et il l'aime pas et il le trouve méchant. Donc ça, c'est une interprétation de l'enfant et de toute sa créativité aussi. Monsieur qui a pas forcément fait grand-chose, mais il a une tête qui lui revient pas et il est spontané, il dit: «J'aime pas le monsieur». Bon et souvent les enfants ont peur des monstres qui sont cachés dans le placard et voilà et cette jeune femme me disait elle aussi que quand elle était enfant, elle avait justement peur du noir et qu'il fallait l'accompagner dans son lit et qu'elle se mettait bien, bien blottie dans sa couette et que une fois qu'elle avait, trouvé sa place exacte, la place, le positionnement, la façon de mettre sa couette sur son corps, alors elle sentait qu'elle était apaisée et moi, je trouve que c'est un moyen incroyable, qu'avait l'enfant qu'elle était et qui avait quoi? 6 7 ans, de trouver son mode de survie. C'est-à-dire qu'au lieu je sais pas, de se mettre à pleurer, à dire à un adulte: «Tu restes avec moi le temps que je m'endorme» et cetera et ben, elle a trouvé son mode à elle et son mode, c'était de répondre à ce besoin de sécurité et elle a trouvé la sécurité en mettant sa couette exactement comme ça, ou en se blottissant de telle façon dans son lit. Donc ça, c'est un mode qui est quand même très intelligent, je trouve très subtil et qui répond vraiment à ce que moi je trouve chez les enfants, c'est leur créativité et tout ce qui déborde en eux d'idées et de force même, parce qu'il faut être quand même très fort à 6 ou 7 ans pour dépasser cette peur de cette façon-là. Aujourd'hui, la question, elle est là, c'est comment nous, on peut faire lorsqu'on sent que la peur est en train de s'installer en tant que colocataire et que cette peur ne nous lâche plus. Alors, par exemple, nous, hypnothérapeutes, on peut avoir peur, surtout quand on s'installe, de ne pas y arriver, peur d'être mauvais, peur de faire du mal aux patients, peur de
de pas trouver les protocoles, peur de pas savoir les faire, les créer soi-même, peur de manquer de créativité, peur d'être un imposteur parce que soi-même on a des problèmes. Ah, je parle vraiment de notre métier à nous, bien qu'à côté de ça, comme j'ai déjà dit, il y a des tas d'exemples. Mais effectivement, c'est vraiment important aussi que je vous parle de nous, de qui on est aussi dans ce métier-là et ce sont des peurs qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces peurs? Alors quelles qu'elles soient, celles de l'hypnothérapeute, celles du boulanger, celles de mon voisin, celles pour nous tous, c'est vraiment apprendre à nos patients et apprendre nous-mêmes, hein, pour être des cordonniers bien chaussés, à accueillir cette peur. C'est-à-dire que, aussi terrorisante soit-elle, elle va forcément être moins forte et réduire en intensité si je l'accueille. Accueillir ne signifie pas que je vais rester avec elle, que je vais passer ma vie avec elle. Ça signifie juste qu'une partie de moi qui s'agite à l'intérieur est tellement affolée par cette peur qu'elle se dit non, non, je ne te veux pas. Je ne veux pas de toi. C'est pas possible. Tu peux pas rester là. Là, on s'affole dans tous les sens et on sait plus quoi faire. Donc, il y a la solution. Ben, on va prendre un anxiolytique et cette peur, parce que c'est de l'angoisse aussi, et ça génère des crises d'angoisse, des crises de panique, etc. Cette peur va être réduite un petit instant, un court instant après, 10, 15 minutes après. Ou bien, j'apprends à gérer cette peur. C'est-à-dire que dans la peur, il y a aussi la peur d'avoir peur. C'est cette peur qui vient là comme ça et qui est un warning à l'intérieur qui dit attention, quelque chose se passe en toi et certains besoins ne sont pas assouvis. C'est vraiment le corps est tellement intelligent que oui, le cœur s'agite. J'ai pas dit que c'était la chose la plus agréable, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose même de très désagréable, surtout lorsque ben, on sent aussi que ça peut se voir. Donc on va être scotché au regard de l'autre, qui va vous dire ça va, t'es sûr, tu vas bien, bon, voilà, mais de quoi t'as peur, mais enfin, mais n'importe quoi. Enfin aussi au jugement de l'autre par rapport à cette peur que l'on a. Ce qui ne fait en plus qu'augmenter la honte. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis un peu perdue par rapport à cette jeune fille qui disait, en plus, voilà, les gens vont lui sortir des phrases telles que c'est pas les petites bêtes qui vont manger les grosses, mais enfin arrête, c'est qu'une araignée, mais enfin arrête, c'est qu'une mouche. Bon. Et ça, c'est en plus d'avoir peur, on finit par avoir honte et par se parler mal. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que effectivement, au lieu d'écouter l'intérieur, au lieu d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, en plus, on va se juger. Et on y va d'une petite louche de «tu nul, mais tu te rends pas compte. Non mais tu une abruti fini ou un imbécile, voilà, parce que tu as telle ou telle peur». Alors là, on atteint le summum parce que en plus d'avoir peur et c'est déjà pas facile, on passe à la catégorie 2, c'est-à-dire je suis vraiment, un imbécile ou une imbécile d'avoir ces peurs-là. Ça aussi, c'est le mécanisme dans lequel nous emmènent les peurs qu'on essaye de contrôler à tout prix, les peurs qu'on essaye d'arrêter, de stopper absolument parce que c'est pas possible, parce que ça va se voir, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, parce que mais tu te rends pas compte, mais voilà. Et tout le système qui suit après, parce qu'il n'y a pas que la peur. Donc c'est vraiment hyper important de se dire, ok, d'accord, d'arriver à s'entraîner déjà, parce que c'est un entraînement, et je l'ai appris pour moi-même et c'est donc ce que j'essaie de transmettre à mes patients, c'est vraiment, voilà, il y a ce problème de peur, OK, on va se poser. D'abord, étape 1, je vais accueillir ce qui se passe. Ah, c'est pas forcément la partie la plus cool et la plus agréable, on est bien d'accord. Mais l'acceptation va me permettre justement de ne pas monter en escalade là, de plus en plus vers une peur qui j'ai l'impression me possède totalement, devient obsessionnelle et me dépossède aussi de mes propres moyens. Donc c'est vraiment se poser là avec soi, un peu comme si on sent justement qu'il y a cette présence de cette peur qui me permet de me dissocier d'elle, de savoir qu'il y a une peur qui n'est pas moi. Je ne suis pas la peur, j'ai peur. Et cette peur, je vais pouvoir parler avec elle, c'est-à-dire lui dire, t'es pas franchement l'émotion que je préfère parmi toutes les émotions qui sont proposées au genre humain, mais ok, d'accord, vas-y, raconte-moi, il se passe quoi? Et là, c'est écouter les besoins, parce que j'en ai un peu parlé dans le podcast sur les émotions, mais c'est vraiment quels sont mes besoins?
j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de me rassurer. Et c'est exactement ce qu'on fait en tant qu'hypnothérapeute, on ne va pas chercher la solution pour l'autre, mais on montre ce mécanisme de la peur, c'est-à-dire, comme encore une fois je disais à cette jeune femme ce matin, d'une part vous avez peur, d'autre part vous avez honte, et vous finissez par mal vous parler, et ça fait beaucoup pour un seul homme tout ça, c'est-à-dire, je viens vous voir parce que j'ai peur, oui, mais si on va dans une anamnèse poussée, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la peur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les gens qui viennent parce qu'ils ont peur vont vous sortir. Enfin, c'est complètement dingue, vous vous rendez pas compte, mais si tous les gens étaient comme moi, et ça va forcément augmenter la sensation de peur, ça va augmenter cette impression d'être nul, comme je disais tout à l'heure, de ne pas savoir gérer, et etc., etc. Donc nous, notre travail, c'est, dans ce travail d'empathie et de bienveillance, c'est d'arrêter, de mettre un stop sur ces pensées vraiment très destructrices, très auto-sabotantes sur le patient, du patient qui se parle à lui-même, pour vraiment se dire, écoutez, si vous venez me voir, comme j'aime beaucoup leur dire, vous venez me voir et vous me dites, voilà, j'ai peur des araignées, j'ai peur des souris, j'ai peur des grenouilles, j'ai peur. Et moi, je vous dis, ah, mais vous êtes complètement nul, ma pauvre, mais c'est horrible d'être comme vous. Enfin, j'aimerais vraiment pas vous ressembler. Et comment vous réagiriez? Et forcément, ça fait sourire les patients qui n'ont pas de mal à comprendre là où on veut en venir. Et c'est-à-dire que c'est montrer aussi, au-delà du travail sur la peur, que ce mode de fonctionnement-là, ben justement, on a totalement maintenant le droit de le voir comme étant un mode de fonctionnement auto-sabotant, et qu'on n'a pas besoin de se plaquer ça sur un système déjà qui est assez difficile à gérer et qui est super anxiogène. On n'a pas besoin de s'en rajouter de louche. Donc nous, notre travail déjà en anamnèse, c'est bah, justement d'autoriser les gens à s'exprimer sur la peur, d'aller vers l'extériorisation de cette peur, vers les larmes, vers tout ce que on retient parce que ça se fait pas. Vraiment être complètement avec soi à ce moment-là, en soi, et laisser sortir ce qui a été tellement retenu par peur de aussi, du jugement, etc. À partir du moment où on encourage ça, où vraiment on sent que on va dans la bienveillance et l'empathie, déjà je trouve que ça met la personne en face de vous vraiment beaucoup plus à l'aise, parce qu'elle sent à quel point vous ne la jugez pas, elle sent à quel point vous l'encouragez vraiment à quitter ce jugement beaucoup trop rude, par des petits exemples comme celui que je vous ai dit. Comment réagiriez-vous si moi je vous parlais comme ça, ou si une amie à vous, à qui vous êtes en train de raconter cette peur, vous dit: «C'est vrai que tu es complètement ridicule». Mais c'est voilà. Alors, c'est un peu la méthode, mais comment tu parles? C'est s'arrêter soi-même et se dire: «Mais attends, mais comment je me parle à moi-même?» Mais c'est pas possible, et ça rejoint bien sûr la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Mais ça, ce sera pour, un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai, écouté certains audios, certains podcasts sur la peur. Il y a toujours cette idée, comme je disais aussi dans l'introduction au mindset, cette idée de alors il faut maintenant faire ça, il faut se dépasser. Dans les coachings où les gens parlent très fort sur scène, tout seul avec un micro, c'est bouge-toi, ose. Ouais, alors bon, bah je suis pas sûre que ce soit la technique pour devenir un super hypnothérapeute, que de secouer les gens comme des pruniers et de leur dire vas-y, bouge-toi, et puis c'est bon. Voilà, je suis pas persuadée du tout. Mais en plus, j'ai entendu, vous comprendrez que quand vous allez dépasser cette peur, par exemple, pour cette jeune femme, ce serait la mettre en exposition, lui mettre 3 araignées autour d'elle, lui dire: «Tu vois, c'est bon, tu peux le faire». Donc là, c'était pas cet exemple-là, c'était, par exemple, la personne disait: «Vous redoutez quelque chose, mais à partir du moment où vous l'aurez fait, alors ça ne vous fera plus peur». Et là, je suis pas totalement d'accord, je suis pas du tout d'accord même. Parce que les gens qui ont peur de prendre la parole en public, hem, ils font ça. Ils tremblent avant, ils ont peur, ils ont la voix qui tremble avec le corps, ils ont les plaques rouges, ils ont le cœur qui est passé à 130, ils ont la transpiration excessive, mais ils y vont quand même, parce que c'est ça, parce qu'effectivement, une fois qu'on arrive à l'instant T, on y va, bien souvent, avec ou sans anxiolytique, mais on y va. Mais il y a autre chose dans la peur, c'est la mémoire de la peur.
la mémoire de la peur qui s'est inscrite dans un événement hyper traumatique où, à un moment donné, j'ai dû y aller et c'était hyper douloureux parce que j'avais peur. Donc la fois d'après, j'ai peur de la peur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est pas quelque chose à négliger. Que non seulement on a la peur, non seulement on a la façon de se parler, non seulement on a la honte, mais en plus on garde en nous cette peur de la peur. Et je crois que c'est peut-être encore pire que la peur. Parce que la peur, effectivement, en soi, bon, si je dis, tiens, bah, un enfant me dit, j'ai peur de ce monsieur, le monsieur va disparaître, on peut imaginer que bah, la peur de l'enfant va disparaître aussi. Je ne sais pas non plus. Est-ce que cet enfant, justement, n'est pas très sensible à certains visages, à certains regards? J'en sais rien. On peut imaginer en tout cas que une fois que le monsieur disparaît, la peur disparaît. Mais quand j'ai parlé une fois en public, alors que je redoutais énormément, ou quand je reçois des gens qui ont peur de rougir, ben, le fait de leur dire, eh ben, écoutez, vous allez parler, vous allez constater qu'il n'y a absolument aucune rougeur du visage qui se pointe, etc. Oui, certes, mais ça ne les empêche pas après d'avoir encore cette peur de prendre la parole et de se mettre à rougir devant des gens. Et je pense là, je suis en train de vous parler et je pense vraiment à pas mal de patients qui ont cette problématique-là et pour lesquels c'est extrêmement douloureux. Donc, il n'y a pas que, voilà, fais, pousse-toi dans le dos, heu, oblige-toi à y aller et puis après ça va aller mieux. Je suis pas sûre de ça. En revanche, la peur, alors, l'exercice dont j'aimerais vous faire part, qui n'est pas venu de mon moi, mais que j'ai vu dans le livre Nourrir ses démons, c'est de proposer, alors vous pouvez le faire en tant qu'hypno, en tant que, voilà, vous qui soignez les gens, qui vous apprêtez à le faire, ou bien vous qui m'entendez et qui avez envie de travailler aussi sur vos peurs. On est dans un fauteuil et en face de soi, on met un autre fauteuil. Alors non, 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 je ne vous considère pas comme des schizophrènes, j'ai toujours ça à mes patients. Mais en face, on dit, voilà, il y a votre peur. Votre peur de parler en public, votre peur des insectes, votre peur de l'échec, votre peur, enfin, toutes les peurs imaginables et possibles. Vous voyez, on bégaye souvent quand on fait des podcasts et c'est OK comme ça. Donc, cette peur, alors il faut bien sûr aussi s'assurer du canal de la personne, parce que si la personne n'est pas visuelle, elle va vous dire: «Je vois rien du tout». Mais si elle voit rien, c'est pas très grave. On va jouer à ce qui se sent, avec ce qui se sent qui est là dans le corps, ce qui est le ressenti du corps. C'est-à-dire qu'immédiatement l'imaginer, même les yeux fermés, imaginer sa présence là maintenant en face de soi, ça donne ces sensations qui se reproduisent, qui reviennent sans arrêt lorsque on a peur. Donc c'est vraiment super important et les gens peuvent vous dire: «Bah, je vois une espèce de masse informe». On leur dit de quelle couleur elle est, c'est souvent noir. Elle est beaucoup plus grosse que le fauteuil. Et ce matin, cette patiente, elle me dit: «C'est une toute petite chose recroquevillée». Alors là, je trouve ça vraiment formidable, en fait. Donc une fois que la personne vous a dit: «Voilà, je la vois comme ça», on lui fait fermer les yeux et après elle ouvre, après plusieurs inspirations, expirations et elle dit: «Que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi?» C'est-à-dire je m'adresse à cette peur. Et puis à nouveau, j'inspire, j'expire et je me lève et je vais dans le fauteuil qui est en face de moi. Je vais à la place de cette peur. Et là, que se passe-t-il à votre avis? Eh bien, il ne se passe rien. Rien. C'est-à-dire que j'ai quitté le fauteuil où j'étais moi et je vais en face et je prends la place de cette peur et je constate que cette peur n'est pas ce que je crois. Cette peur, c'est une partie de moi qui est complètement effrayée et qui demande à être vue, regardée. C'est cette partie de moi qui dit: j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me viennes en aide parce que je suis tétanisée, parce que je ne sais pas quoi faire. Et souvent, les gens fondent en larmes et s'aperçoivent que tout se dilate à l'intérieur, que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, ça devient quelque chose de différent. Donc, apprendre à regarder la peur telle qu'elle est, sans vouloir la changer. Traverser la peur. OK, c'est pas agréable, mais on peut le faire. Traverser la peur, c'est pas simple. Hem, Avoir peur de la peur, ça l'est encore moins, mais c'est vraiment accepter et s'accepter. Se laisser tranquille et se dire: «Voilà, je me mets pas de pression. C'est comme ça là maintenant, mais ça va pas durer encore des heures ou des jours». Voilà, c'est juste ça et c'est, vraiment me faire confiance, se faire confiance en se disant: «OK,
voilà, je vais faire ça, je peux le faire, c'est une ouverture à soi-même et c'est une ouverture à l'amour de soi-même. Parce que là, pour le coup, il y a plus de jugement. Il y a vraiment une écoute de son intériorité et c'est pour ça que c'est aussi beaucoup plus calme parce qu'on devient beaucoup plus connecté et c'est aussi, par exemple, on dit l'oiseau qui est sur la branche, eh bien, pour reprendre toute, la beauté de cette image, bah, l'oiseau, il va s'en aller de la branche s'il sent que la branche, elle casse. Et nous, souvent, on a envie de fuir, on a envie de cette fuite parce que on sent que bah, c'est pas, ça va pas aller, on en est sûr, on en est persuadé, et j'ai peur, et ça va pas bien se passer, et qu'est-ce qui va m'arriver, etc., etc. Donc, c'est vraiment devenir ce petit oiseau à sa façon, qui a confiance en ses ailes, en sa façon de s'ouvrir à soi, en son potentiel aussi, découvrir toutes ses ressources pour fuir si vraiment il y a danger, mais apprendre à ne pas fuir si rien ne se passe, s'il y a effectivement pas de danger immédiat en face de moi, mais des sensations corporelles qui m'indiquent que des besoins sont là et donc je vais pouvoir élever ma propre conscience, changer ma vision des choses, changer ma perception des choses, faire un petit pas de côté, comme j'aime bien le dire, et penser à cet oiseau sur la branche qui, d'abord, a confiance dans sa capacité, à quitter l'arbre et la branche si jamais il sentait qu'effectivement elle est trop fragile pour le porter. Et ça, c'est vraiment super, important de travailler en ce sens, à mon avis, vraiment, et de se dire: «Voilà, pour l'instant, beh, moi aussi, je suis assis là, en ce moment, pas forcément sur une branche, mais en tout cas, voilà, je me compare à ce petit oiseau, je fais mes expériences, je suis en train de vivre et j'apprends. Et avoir peur, c'est pas, ce que les gens pensent, c'est-à-dire je fais du surplace et j'y arrive pas, j'ai toujours peur. Non, il se passe quelque chose forcément et quand on vient travailler sur soi, alors forcément aussi, on va, on va avancer énormément, mais de plus en plus, on quitte l'anticipation. On quitte les pensées anticipatoires de, heu avant que la branche casse, moi, je m'en vais tout de suite. Et ça fait vraiment écho aux gens qui sont en face de vous. Cette anticipation, qui fait comprendre qu'en fait, on n'est pas dans le présent, on a peur du futur, on a peur de l'échec à venir. Et ce que j'aime beaucoup, moi, je trouve que la musique, c'est beaucoup mon monde. En tout cas, c'est comme ça, j'aime énormément la musique, ça m'apporte énormément. J'entendais une fois Christophe André, le psychiatre, qui fait aussi beaucoup de méditation et qui disait que quand on va pas bien, on va se mettre en boucle, «Ne me quitte pas» ou toutes les chansons qui sont les plus désespérantes au monde, parce qu'elles correspondent pile poil à ce qu'on ressent. Donc on sent vraiment, voilà, ça c'est mon monde aujourd'hui. Et alors que par exemple, puisque je viens de vous parler de l'oiseau, et ben, ce que je vous propose là, maintenant, c'est un petit ancrage pour nous rappeler à nous tous quand on a peur. Je suis pas sûre que vous aimiez cette chanson, mais je vais même pas vous citer le titre pour vous faire un petit peu la surprise jusqu'au bout. Et quel que soit en fait, bon, est-ce que j'aime ce chanteur ou pas? Est-ce que c'est un peu ringard? Mais écoutez bien les paroles et puis, eh bien, devenons cet oiseau nous aussi, et je vous laisse donc découvrir la chanson. Ça peut devenir un ancrage pour soi, ça peut devenir un ancrage pour nos patients. Moi, il m'est déjà arrivé pendant des séances de mettre à la fin de la séance d'hypnose, la musique dont venait de me parler un patient, une patiente, parce que c'est ce qui générait en lui ou en elle de la confiance, de l'assurance. Et c'est incroyable comme on passe d'une énergie à une autre. Et c'est en traversant la peur qu'on va parvenir à davantage de calme, à un retour à la sérénité et en quelque chose qui ne dure pas. Donc c'est d'abord accepter, traverser, discuter avec les parties de soi, sentir, ressentir, faire un pas de côté. Waouh, vous allez me dire c'est énorme, mais c'est comme ça qu'on va apprendre à travailler nous-mêmes. D'abord avec la peur, parce que encore une fois, on est bien chaussé. Et deuxièmement, c'est comme ça aussi qu'on va aider donc les gens à dépasser les peurs et à traverser cette peur pour pouvoir après se sentir beaucoup plus fort, justement, et un peu comme un oiseau. Alors,
vous laisse avec cette chanson dont je vous parlais qui, vous fera sourire, chanter peut-être et qui, je l'espère, sera votre ancrage et dont vous pourrez, vous servir à loisir quand vous serez hypnothérapeute avec, vos patients ou si vous l'êtes déjà. J'ai eu énormément, comme d'habitude, de plaisir à faire ce podcast et à le partager avec vous. J'espère que vous en avez eu tout autant à l'écouter et je reste bien sûr très à l'écoute de vos commentaires et de vos retours. Je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu.